Certains disent que c'est une zone d'énergie extraterrestre, un lieu de convergence cosmique, ou même une porte vers une autre dimension. Il y a des sons que vous n'oubliez jamais, même s'ils ne ressemblent à rien de ce que vous avez entendu auparavant. Imaginez vivre dans une petite ville tranquille, un endroit où le silence nocturne est aussi paisible que l'eau d'un lac immobile. Tout est calme, sauf pour ceux qui entendent le hum. Oui, ce bourdonnement étrange, discret mais persistant, qui semble émaner de nulle part et partout à la fois. C'est un phénomène auditif qui a été rapporté dans des régions comme Taos au Nouveau-Mexique, Bristol en Angleterre, ou encore Windsor au Canada. Certains habitants décrivent le son comme un moteur diesel lointain, un grondement de faible intensité qui vibre dans leurs oreilles. Mais le plus étrange, c'est que le hum n'est pas perçu par tout le monde. Imaginez, votre voisin d'à côté se repose tranquillement, mais vous ne pouvez pas dormir, car ce bruit persistant hante vos nuits. C'est un peu comme être le seul à entendre une alarme invisible. C'est une nuisance sonore qui, pour certains, provoque des maux de tête, des nausées, et même de l'insomnie. Pour comprendre le phénomène, des chercheurs ont tenté de capturer ce son avec des équipements de mesure sensibles, mais la plupart du temps, rien n'est détecté. C'est comme si le bruit existait uniquement dans l'esprit des gens qui l'entendent, ou du moins, il se dérobe à nos instruments. Dans le cas de Taos, les habitants ont formé des groupes pour partager leurs expériences. Chacun a sa théorie, des interférences électromagnétiques, des ondes basses fréquences naturelles, ou même des projets militaires secrets enfouis dans le désert. Une femme du nom de Lisa, une artiste locale, raconte qu'elle s'est un jour réveillée en pleine nuit, le cœur battant. Elle était seule, et pourtant, c'était comme si quelque chose bourdonnait au plus profond de son crâne. Elle a pris des boules qui, a allumé la télévision pour essayer de masquer le son, mais rien ne fonctionnait. Le hum s'était installé. Ce n'est pas seulement un bruit, dit-elle en caressant son chien, c'est une présence. Et ce sentiment d'être poursuivi par un bruit impalpable a poussé certaines personnes à quitter leur maison, déménageant dans des endroits encore plus reculés pour échapper à ce tourment sonore. Pour les sceptiques, tout cela n'est qu'une manifestation d'un trouble auditif. Mais pour ceux qui entendent le hum, c'est bien réel, un bruit qui vous suit, un bruit qui vous hante. Même aujourd'hui, il n'y a pas d'explication officielle, seulement des témoignages, des vidéos et des forums où ceux qui entendent cette mélodie invisible continuent de chercher des réponses. Dans les vieux quartiers de Pékin, où l'histoire de la ville se reflète dans chaque pierre, un mystère persiste sur les murs de certains bâtiments anciens. Il ne s'agit pas de simples graffitis ou d'ombres portées par le jeu de la lumière, mais de formes humaines sombres incrustées dans la matière même des murs. Ces silhouettes, que les habitants appellent les ombres figées, semblent capturer des moments, comme des photographies obsédantes de personnes qui se tenaient là à un moment fatidique. Les premières histoires sur ces ombres datent des années qui ont suivi les bombardements massifs et les grands incendies survenus durant la Seconde Guerre mondiale. Les explosions avaient réduit des quartiers entiers en ruines, et certains murs avaient conservé ces traces indélébiles. Les ombres ressemblaient aux formes des personnes présentes au moment de l'impact, comme si l'intensité de l'événement avait capturé une empreinte de leur silhouette. Mais ces marques ont persisté, même après la restauration des bâtiments, et elles semblent parfois bouger ou changer de forme avec le temps. Les habitants les plus superstitieux croient que ces ombres sont les âmes de ceux qui ont péri violemment, piégés entre les mondes, incapables de trouver la paix. Ils rapportent que certaines nuits, on peut sentir une présence inexplicable près de ces murs, un souffle d'air froid qui donne la chair de poule. Les résidents évitent parfois ces endroits, offrant de l'encens pour apaiser les esprits supposés qui y errent. Les scientifiques qui ont étudié ces phénomènes avancent des explications plus rationnelles, suggérant que la chaleur intense des explosions a modifié la composition chimique des murs, laissant des résidus de carbone. Ces résidus pourraient créer des ombres permanentes qui, avec l'érosion et les conditions environnementales, semblent évoluer au fil des décennies. Pourtant, malgré ces explications, l'idée que ces ombres soient plus qu'un simple phénomène physique persiste dans l'esprit de beaucoup, ajoutant une touche mystique au cœur de cette métropole moderne. Imaginez une scène des plus ordinaires, une maison tranquille, en début de soirée, avec la lumière tamisée et le doux crépitement d'une cheminée au loin.
Rien ne semble perturbé. Mais soudain, un événement si inimaginable, si horrifiant se produit que même les experts restent sans voix. Un jour de 1951, dans la petite ville de Saint-Pétersbourg, en Floride, les pompiers et la police se sont retrouvés face à un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. Marie Reiser, une veuve âgée de 67 ans, avait été retrouvée dans son appartement, réduite à un tas de cendres. Ce qui reste d'elle, un crâne rétréci, un pied encore chaussé d'une pantoufle et une partie intacte de son fauteuil. Ce qui est vraiment étrange, c'est que le reste de la pièce n'avait presque pas été touché par les flammes. La chaleur avait été si intense que le corps de Marie s'était volatilisé, mais les objets inflammables autour d'elle, eux, étaient à peine noircis. Les pompiers, perplexes, ont cherché des explications. Peut-être une cigarette allumée ? Marie était une fumeuse, après tout. Mais comment un incendie accidentel pourrait-il générer une chaleur suffisante pour réduire un corps humain en cendres, alors que tout le reste restait pratiquement intact ? Les scientifiques expliquent que la crémation dans un four funéraire nécessite une température d'au moins 1000 degrés Celsius pendant plusieurs heures pour obtenir ce résultat. Pourtant, ici, l'intensité des flammes semblait localisée uniquement sur le corps de Marie. Cette affaire n'est pas un cas isolé. Il existe d'autres récits, comme celui de John Irving Bentley, un médecin de 92 ans retrouvé brûlé dans sa salle de bain en 1966. Là encore, seul son corps avait pris feu, tandis que la salle de bain restait presque inchangée, à l'exception d'un trou calciné dans le sol. Une voisine avait raconté avoir senti une odeur de fumée et découvert le corps du médecin, ses cendres si parfaitement concentrées qu'elle ne savait quoi penser. Les théories abondent. Certains pensent que c'est le phénomène de la mèche humaine, une personne enflammerait ses vêtements par accident, et la graisse corporelle, hautement inflammable, agirait comme le carburant d'une bougie, alimentant la flamme jusqu'à la combustion complète. D'autres théories sont plus ésotériques, impliquant des énergies mystérieuses ou même des manifestations divines. Pourtant, aucune explication ne satisfait entièrement. Les autopsies et enquêtes laissent toujours un arrière-goût de mystère, une étrange sensation que le feu, en de rares occasions, puisse surgir de l'intérieur, comme un fléau silencieux, et ne laisser derrière lui que des cendres et des questions. Dans le désert de l'ouest du Texas, il y a un lieu où l'étrange et le surnaturel semblent se donner rendez-vous au coucher du soleil. Ce lieu, c'est la petite ville de Marfa, célèbre pour un phénomène lumineux qui défie les lois de la physique et de la compréhension humaine. Les anciens cow-boys et les nouveaux venus l'appellent simplement « les Lumières de Marfa ». Il est tard dans la soirée, et vous êtes peut-être l'un de ces curieux qui a décidé de s'arrêter le long de la route 67, à l'endroit désigné pour observer ce mystère. L'air est frais, le désert s'étend à perte de vue, et le ciel nocturne est clair, parsemé d'étoiles brillantes. Et puis, ça commence. Là, à l'horizon, de petites orbes de lumière apparaissent, flottant et dansant comme des esprits rebelles. Ces lumières ne sont pas des lucioles ou des reflets de phares de voitures, non. Elles sont vives, de toutes les couleurs, changeant parfois de teinte, et se déplacent de manière imprévisible. Parfois, elles s'élèvent dans les airs pour se diviser en plusieurs sphères, avant de fusionner de nouveau en une seule lueur vibrante. Ce phénomène a été rapporté pour la première fois par les colons dans les années 1880, bien avant que l'éclairage moderne ne trouble le calme de ce désert texan. Des cow-boys, des fermiers, des voyageurs solitaires ont tous été témoins de ces lumières, et les histoires ont commencé à circuler. Certains disent qu'il s'agit de l'esprit des peuples autochtones qui hantent encore ces terres sacrées, tandis que d'autres pensent à des visiteurs venus d'ailleurs, des extraterrestres menant une expérience mystérieuse. Mais les légendes ne s'arrêtent pas là. Un vieil homme du coin, Jebediah Carter, aime raconter l'histoire de son père qui, dans sa jeunesse, avait suivi l'une de ces lumières. Il l'a poursuivi toute la nuit, raconte Jebediah, mais à chaque fois qu'il pensait s'approcher, la lumière s'éloignait, comme un feu follet moqueur. Son père avait fini par se perdre dans le désert, et ce n'est que par miracle qu'il avait retrouvé son chemin au lever du soleil. Depuis, les anciens disent qu'il ne faut jamais suivre ces lumières, qu'elles sont là pour vous tromper, pour vous attirer dans les profondeurs de l'inconnu. Les scientifiques ont bien tenté de percer ce mystère. Certains pensent que c'est un phénomène naturel, causé par des poches de gaz s'échappant du sol et s'enflammant au contact de l'air.
D'autres théories parlent de mirages, créés par la chaleur du désert qui déforment la lumière. Pourtant, même avec toutes ces explications rationnelles, rien ne semble tout à fait coller. Une équipe de chercheurs de l'Université du Texas a même passé des semaines à observer les lumières avec des appareils de mesure sophistiqués, mais ils n'ont pu conclure qu'une seule chose, le mystère persiste. Chaque année, des milliers de personnes viennent à Marfa, espérant apercevoir ces orbes spectaculaires. Certains repartent déçus, d'autres convaincus d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne peut être expliqué par les lois connues de notre monde. Et au milieu du désert, les lumières de Marfa continuent leur danse, insaisissables et insaisies, comme un secret que la Terre refuse de révéler. Imaginez un matin d'été en Angleterre, dans la campagne paisible du Wiltshire. Les premiers rayons du soleil embrassent les collines ondulantes et les champs de blé doré. Mais ce matin-là, quelque chose semble différent. Les agriculteurs, en se levant, découvrent avec stupeur des motifs géométriques gigantesques, parfaitement tracés dans leur culture. Des cercles, des spirales, des formes complexes allant de simples dessins circulaires à des mandalas enchevêtrés d'une précision ahurissante. Ces crop circles, comme on les appelle en anglais, apparaissent littéralement du jour au lendemain, sans bruit, sans trace de passage. Les premiers récits de ces formations remontent au XVIIe siècle, mais c'est vraiment dans les années 1970 que le phénomène a pris de l'ampleur. Des formations de plus en plus sophistiquées ont commencé à émerger dans les champs anglais, attirant des curieux, des scientifiques et, bien sûr, les passionnés d'OVNI. Un matin de juillet 1996, par exemple, un cercle immense en forme de spirale fractale, connu sous le nom de la formation de Julia 7, est apparu juste en face du célèbre site de Stonehenge. Des témoins rapportent que le motif est apparu en l'espace de 30 minutes en plein jour, un défi à toute explication rationnelle. Les agriculteurs, au début, étaient furieux de voir leurs récoltes écrasées. Mais au fil du temps, certains ont vu l'opportunité de tirer parti de ce phénomène, ouvrant leurs champs aux touristes et aux chasseurs de mystères. Les chercheurs, eux, se sont penchés sur les tiges de blé couché. Contrairement à des épis écrasés de manière mécanique, ceux des cercles de culture semblaient pliés à la base, comme si une force de chaleur avait adouci les tiges, les faisant s'incliner doucement sans se briser. Des anomalies électromagnétiques ont même été relevées dans certains champs, et des appareils électroniques s'y comportaient parfois étrangement. Cela a donné lieu à toutes sortes de théories. Pour les plus sceptiques, les cercles sont l'œuvre d'artistes talentueux, utilisant des planches, des cordes et beaucoup d'ingéniosité. Et, en effet, plusieurs faussaires célèbres, comme Doug Bovet et Dave Shorley, ont revendiqué la paternité de nombreux cercles dans les années 80, prouvant qu'il est possible de réaliser des œuvres impressionnantes avec des moyens rudimentaires. Mais cela n'explique pas tout. Certains motifs sont si vastes, si complexes, qu'il faudrait des équipes entières et des jours entiers pour les réaliser, et pourtant, ils continuent d'apparaître en une seule nuit. Les ufologues, eux, pensent que les cercles sont des messages laissés par des intelligences extraterrestres. Selon eux, les motifs contiendraient des codes mathématiques ou des indices sur la nature de l'univers. En 2001, un cercle intrigant a émergé près de l'observatoire de Chilbolton, représentant une sorte de réponse aux messages binaires envoyés dans l'espace par l'astronome Carl Sagan en 1974. Ce motif incluait des représentations de l'ADN, de notre système solaire, mais avec des variations suggérant une autre forme de vie. Le débat continue de faire rage, est-ce une coïncidence, un canular sophistiqué, ou un véritable échange interstellaire? Il y a aussi les mystiques qui voient dans les cercles de culture des symboles spirituels, des mandalas énergétiques censés élever notre conscience collective. Ils parlent de lignes telluriques, ces flux d'énergie qui traversent la Terre, et disent que les cercles apparaissent là où ces forces sont les plus puissantes. Les rituels, les méditations et même des guérisons se tiennent dans ces cercles, où certains disent ressentir une énergie palpable. Mais le mystère demeure. Certains cercles semblent apparaître sans bruit ni mouvement, même filmés par des caméras thermiques placées en surveillance. Un agriculteur du Hampshire raconte avoir entendu, en pleine nuit, un bourdonnement étrange, comme un essaim d'abeilles géantes, suivi d'une lumière vive dans son champ. Au matin, un cercle complexe, parfaitement formé, se dessinait dans son blé. Les cercles de culture continuent d'apparaître chaque année, défiant nos explications et nos certitudes.
Qu'il soit l'œuvre de l'homme, des esprits de la terre, ou d'une intelligence venue d'ailleurs, il nous rappelle que notre monde, malgré toute notre technologie et notre savoir, est encore capable de nous émerveiller, de nous troubler, et de nous inviter à chercher plus loin, au-delà des apparences, vers le mystère. Imaginez une journée paisible. Le soleil brille, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, quand soudain, un son étrange et inquiétant retentit. Un bruit grave, comme une trompette métallique, traverse l'air, résonnant depuis le ciel lui-même. Cela s'est produit dans de nombreux endroits à travers le monde, Kiev, Vancouver, et même des régions reculées de l'Alaska. Ces sons, surnommés les sons de l'Apocalypse, ont été enregistrés et partagés, semant l'effroi et la curiosité chez ceux qui les entendent. Ces bruits ne ressemblent à rien de familier. Ils sont longs, puissants, et semblent résonner avec une intensité qui fait vibrer le sol et les murs. Des vidéos capturant ces phénomènes sonores sont devenues virales, alimentant des discussions en ligne. Certains les décrivent comme les trompettes du jugement dernier, un signe avant-coureur de catastrophes imminentes. Pour les croyants, c'est un avertissement, un rappel que des forces célestes pourraient être en jeu. Mais les scientifiques offrent des explications plus terre à accent grave-terre. Ils parlent de mouvements de plaques tectoniques, d'ondes sismiques qui traversent la croûte terrestre, ou même de variations de la pression atmosphérique qui pourraient provoquer des sons semblables. D'autres évoquent des ondes acoustiques générées par des éruptions solaires ou des courants de vent soufflant à travers des structures naturelles. Malgré ces hypothèses, personne n'a encore pu prouver de manière concluante l'origine de ces bruits. Les témoignages sont troublants. Une femme de Kiev se souvient d'un jour où le son a envahi la ville, glaçant tout le monde sur place. C'était comme si le ciel se plaignait, raconte-t-elle. Des personnes rapportent des sensations de malaise, des vibrations résonnant jusque dans leur poitrine. Même les animaux, qui sont souvent plus sensibles aux phénomènes naturels, semblent perturbés par ces bruits, fuyant ou hurlant en réaction. En l'absence de réponse claire, les théories les plus folles émergent, des tests militaires secrets, des messages extraterrestres, ou même des avertissements divins. Qu'ils soient d'origine terrestre ou cosmique, les sons de l'Apocalypse continuent de fasciner et de terrifier ceux qui les entendent, laissant dans leur sillage une question irrésolue. Imaginez un endroit si éloigné, si isolé, qu'il est littéralement le plus éloigné de toute terre habitée. Bienvenue au point Nemo, nommé d'après le célèbre capitaine des romans de Jules Verne. Ce point de l'océan Pacifique est ce que les cartographes appellent le pôle maritime d'inaccessibilité. Il se situe à 2688 km de la Terre la plus proche, ce qui signifie que l'endroit le plus proche de ce vide liquide est, très probablement, un astronaute en orbite dans la Station spatiale internationale. C'est là, perdu au milieu de nulle part, que l'océan cache bien des mystères. Le point Nemo est une région de l'océan où même les poissons sont rares. Il n'y a ni courant marin notable, ni île pour briser l'étendue infinie de l'eau. L'endroit est si inhospitalier que les gouvernements du monde entier ont choisi de l'utiliser comme cimetière spatial. Oui, vous avez bien entendu, des dizaines de satellites désaffectés, des stations spatiales et des débris de fusées ont été précipités dans cet abîme océanique, retombant dans les eaux profondes sans perturber qui que ce soit. C'est le dernier repos de l'humanité, invisible et oublié, un mausolée aquatique où les géants de la technologie spatiale reposent en silence. Pourtant, le point Nemo est aussi l'objet de phénomènes étranges et inexplicables. En 1997, un son massif et mystérieux a été enregistré dans cette région. Le bruit, surnommé le bloop, était si puissant qu'il a été capté par plusieurs hydrophones installés par la National Oceanic and Atmospheric Administration. Ce son semblait provenir des profondeurs de l'océan et ne ressemblait à aucun bruit connu. Pendant un temps, les théories ont fusé. Était-ce un monstre marin, une créature gigantesque cachée dans l'obscurité des abysses, quelque chose de si grand qu'aucune baleine ne pourrait rivaliser? Ou était-ce simplement une masse de glace sous-marine qui s'était fracturée, émettant un écho sonore extraordinaire? Finalement, l'administration a proposé que ce son provenait probablement d'un événement glaciaire, mais pour beaucoup, l'idée d'une créature inconnue tapie dans l'obscurité persistait. Mais ce n'est pas tout. Des marins et des navigateurs qui traversent cette partie de l'océan rapportent des histoires d'un calme oppressant, une absence de vie si totale qu'elle semble surnaturelle.
Certains jurent avoir vu des lumières étranges sous l'eau, des lueurs bleutées qui se déplacent comme des ombres marines. Ces histoires, même si elles semblent fantastiques, alimentent les discussions sur ce que le point Nemo pourrait cacher. Les écrivains de science-fiction s'en sont emparés, bien sûr. H.P. Lovecraft, avec son imaginaire terrifiant, aurait adoré cet endroit, un point où les forces cosmiques et maritimes se rencontrent, un endroit où l'humanité n'a aucun pouvoir. Des théoriciens de la conspiration parlent de bases extraterrestres cachées sous la mer, d'entités interstellaires qui surveillent silencieusement la planète. D'autres avancent l'hypothèse que le point Nemo est le point de chute d'objets qui ne viennent pas seulement de l'espace, mais de dimensions inconnues. Que ce soit le silence lourd de l'océan, le bloop mystérieux, ou le cimetière spatial qui repose dans ses eaux sombres, le point Nemo reste un lieu de fascination. Il nous rappelle que même à l'ère des satellites et des communications mondiales, il existe des coins de notre planète qui échappent encore à notre compréhension. Et si, un jour, nous devions entendre un autre bloop, qui sait ce que cela signifierait? Peut-être que quelque chose, là-dessous, attend simplement d'être réveillé. Dans un petit cimetière isolé de l'État de Géorgie, une tombe se démarque des autres. Ce n'est pas le marbre blanc vieilli par le temps, ni l'ombre des vieux chênes qui entourent le site, mais le visage gravé sur la pierre tombale. Un visage qui, étrangement, semble sourire. Les habitants du coin l'appellent la pierre tombale de la fille qui rit, et elle est devenue une source de fascination et d'effroi. L'histoire remonte aux années 1800, lorsqu'une jeune fille, prénommée Elisabeth, est morte prématurément à l'âge de 15 ans. Sa famille, inconsolable, a fait graver une image d'elle sur sa pierre tombale, pour honorer son sourire radieux. À l'époque, le sourire était doux, innocent, rappelant aux passants la joie qu'Elisabeth avait apportée de son vivant. Mais au fil des ans, quelque chose de curieux a commencé à se produire. Le sourire gravé semblait changer, s'étirer peu à peu, comme si la pierre elle-même se transformait. Des visiteurs racontent que le sourire d'Elisabeth, autrefois bienveillant, est devenu plus large, presque sinistre, défiant la logique et les lois de la matière. Certains habitants affirment que la tombe est hantée. On raconte que les nuits de pleine lune, des éclats de rire peuvent être entendus dans le cimetière, comme si une présence invisible se moquait de ceux qui osent s'aventurer près de la pierre. Des adolescents, en quête de frissons, ont essayé de capturer ces rires sur leur téléphone, mais leurs appareils se déchargent mystérieusement ou cessent de fonctionner en présence de la tombe. D'autres affirment avoir vu des ombres glisser derrière les arbres, ou avoir ressenti un froid glacial en s'approchant de la pierre. Des sceptiques, bien sûr, pensent que le sourire changeant n'est qu'un effet de l'érosion naturelle, des éléments qui usent le marbre de manière aléatoire. Mais même les plus rationnels admettent que la transformation du visage est troublante. Un historien local raconte que la famille d'Elisabeth aurait pratiqué des rituels spirituels, tentant de la garder vivante d'une certaine manière. Est-ce la raison pour laquelle son sourire ne s'efface jamais, mais semble, au contraire, s'élargir? Quelles que soient les explications, la tombe d'Elisabeth continue d'attirer les curieux et les amateurs de paranormal. Les fleurs déposées sur sa tombe se fanent plus vite que sur les autres, et le mystère reste entier. Si vous passez un jour par ce vieux cimetière, prenez garde, le sourire de la fille qui rit pourrait bien vous observer, et peut-être même s'élargir encore un peu plus, comme pour vous murmurer un secret oublié par le temps. Perdu en plein océan Indien, imaginez un bateau de pêche qui avance doucement dans l'obscurité totale de la nuit. Soudain, l'eau autour commence à s'illuminer, comme si des millions de minuscules étoiles avaient été dispersées à la surface de la mer. C'est ce qu'on appelle la mer de lait, un phénomène rare où l'océan brille d'une lumière blanche et diffuse, s'étendant parfois sur des centaines de kilomètres. Les marins racontent que c'est une vision à couper le souffle, mais aussi terrifiante, comme si l'océan devenait une entité vivante. Le phénomène est si impressionnant qu'il a été mentionné dans des récits de navigation datant de plusieurs siècles. Ce n'est qu'en 2005 que des scientifiques ont pu capturer ce phénomène depuis l'espace, confirmant que la mer de lait existe vraiment. Mais même avec ces observations modernes, l'origine de cette luminescence reste un mystère. La théorie la plus acceptée est celle de la bioluminescence, produite par d'innombrables bactéries marines qui émettent de la lumière en se regroupant. Mais ce qui intrigue les chercheurs, c'est l'ampleur de ces événements.
Comment ces minuscules organismes parviennent-ils à illuminer une zone si vaste? Est-ce un comportement de défense, une réaction chimique à grande échelle, ou quelque chose d'encore plus inconnu? Pour les marins superstitieux, la mer de lait est le reflet de l'au-delà, un passage lumineux qui ouvre les portes d'un autre monde. Certains racontent avoir vu des formes lumineuses nager sous la surface, comme des esprits marins. Quoi qu'il en soit, que vous soyez scientifique ou rêveur, la mer de lait reste une des merveilles inexplicables de notre planète, un spectacle lumineux qui continue de défier notre compréhension de l'océan. Imaginez un village tranquille, quelque part en Amérique centrale, où le quotidien est rythmé par le soleil ardent et les pluies tropicales. Dans ce village, situé au cœur du Honduras, les habitants sont habitués aux averses torrentielles. Mais il y a un phénomène étrange qui se produit ici, quelque chose qui semble défier toute logique, la pluie de poissons. C'est un événement qui se déroule presque chaque année, généralement entre mai et juillet. Le ciel s'assombrit, les vents se lèvent, et une tempête d'une intensité inhabituelle s'abat sur le village. Le tonnerre gronde, et les éclairs zèbrent le ciel, transformant l'atmosphère en un spectacle apocalyptique. Mais ce qui suit est encore plus incroyable. Quand la pluie cesse et que les nuages se dissipent, le sol est jonché de poissons vivants, frétillant dans les rues boueuses, comme s'ils avaient été déposés par une main géante. Les villageois, loin d'être effrayés, célèbrent ce phénomène. Pour eux, c'est une bénédiction, un miracle. Ils ramassent les poissons frais, les cuisinent, et organisent un festin en l'honneur de ce don céleste. Mais d'où viennent ces poissons? Comment se retrouvent-ils là, loin de toute grande étendue d'eau? Les scientifiques se sont penchés sur la question, et certaines théories ont émergé. La plus courante suggère que des trompes d'eau, des tourbillons créés par de puissantes tempêtes, aspireraient les poissons des rivières ou des lacs avant de les transporter dans les airs et de les relâcher à des kilomètres de là. Cependant, les poissons retrouvés à Yoro, le village où ce phénomène est le plus fréquent, sont souvent des espèces qui ne vivent même pas dans les eaux locales, ce qui rend l'explication encore plus confuse. Une autre théorie évoque des migrations souterraines de poissons, poussées à la surface par des inondations ou des phénomènes géologiques rares. Mais les habitants de Yoro préfèrent une histoire plus mystique. Selon la légende locale, un prêtre missionnaire espagnol, le père José Manuel Subirana, aurait visité la région au XIXe siècle. Témoin de la pauvreté et de la faim qui affligeait les habitants, il aurait prié pendant 3 jours et 3 nuits, suppliant Dieu de venir en aide au peuple. En réponse, une pluie de poissons aurait commencé à tomber, un miracle qui se répète encore aujourd'hui. Que ce soit un phénomène naturel inexplicable ou un véritable miracle, la pluie de poissons de Yoro reste un événement fascinant, une anomalie qui continue de captiver l'imagination. Si vous voyagez un jour au Honduras en espérant voir ce spectacle unique, rappelez-vous que le ciel, aussi étrange soit-il, a encore le pouvoir de nous surprendre, de transformer la routine quotidienne en quelque chose de presque magique. Le 9 décembre 2009, les habitants du nord de la Norvège ont été témoins d'un spectacle céleste aussi impressionnant qu'inexplicable. Une spirale géante de lumière est apparue dans le ciel nocturne, tournant sur elle-même avec une précision presque hypnotique. La spirale semblait s'étendre en s'ouvrant, avant de se dissiper en une traînée de lumière laiteuse. Cet événement a laissé les spectateurs perplexes, certains allant jusqu'à croire à l'apparition d'un portail interdimensionnel ou à la manifestation d'une intelligence extraterrestre. Rapidement, les photos et les vidéos de cette spirale ont fait le tour du monde, suscitant un débat intense parmi les scientifiques et le grand public. L'explication officielle a pointé du doigt un test de missile russe qui aurait échoué. D'après cette version, un missile intercontinental lancé depuis un sous-marin aurait connu une défaillance, entraînant cette spirale lumineuse en raison des gaz d'échappement qui se dispersaient en cercle dans la haute atmosphère. Les autorités russes ont confirmé qu'un test avait effectivement eu lieu, mais les sceptiques ne sont pas convaincus par cette explication. Ce qui trouble le plus, c'est la symétrie parfaite de la spirale, qui semblait défier les lois naturelles de la dissipation des gaz. Les experts militaires et astronomiques ont analysé les images et ont noté que la structure de la spirale paraissait trop ordonnée pour être simplement le fruit d'un accident.
Certains scientifiques ont également souligné que même un missile échoué aurait produit des résidus visibles ou des sons que personne n'a signalés ce soir-là. Des théoriciens du complot et des amateurs d'ufologie ont saisi l'occasion pour proposer des explications alternatives. Certains parlent de tests secrets de manipulation climatique, tandis que d'autres évoquent l'idée d'une intervention extraterrestre. Des groupes spirituels, quant à eux, ont interprété la spirale comme un signe cosmique, une manifestation d'énergie universelle destinée à élever la conscience collective de l'humanité. Pour les habitants du nord de la Norvège, cet événement reste gravé dans leur mémoire. Bien qu'une explication officielle ait été donnée, la beauté étrange et l'apparente perfection de la spirale continuent de fasciner ceux qui l'ont vue. La spirale de lumière, avec son éclat éphémère, demeure un rappel saisissant que notre ciel, bien que scruté par la science, recèle encore des merveilles et des mystères qui échappent à notre compréhension. Dans les profondeurs des mines de pyrophilite en Afrique du Sud, là où les ouvriers creusent depuis des décennies, un mystère est né des entrailles de la Terre. Ces mines, situées près de la ville de Klerksdorp, sont connues pour leur riche histoire géologique, mais ce qui y a été découvert n'a rien de commun. Imaginez des sphères métalliques, petites et parfaitement formées, qui semblent défier tout ce que nous savons du passé de notre planète. Ces objets, connus sous le nom de sphères de Klerksdorp, ont des diamètres allant de quelques centimètres à la taille d'une balle de golf. Certains sont striés de rainures parfaitement équidistantes qui entourent leur surface avec une précision presque industrielle. Mais ce qui est le plus déconcertant, c'est l'âge de la roche dans laquelle ces sphères ont été trouvées, environ 2,8 milliards d'années. Cela signifie que ces artefacts existaient bien avant l'apparition des humains, voire des dinosaures, et que toute civilisation ou technologie avancée semble improbable à cette époque. Les mineurs qui ont fait ces découvertes étaient les premiers surpris. L'un d'eux, Johan Botha, un mineur qui avait passé une grande partie de sa vie sous terre, se souvient de la première fois qu'il a vu une sphère. « Je pensais que c'était une sorte de déchet, un vieux rouage laissé par des machines, raconte-t-il. Mais ensuite, on a commencé à en trouver de plus en plus, et elles étaient toutes incroyablement lisses, comme si elles avaient été polies avec soin. Il se demandait comment des objets aussi parfaits pouvaient être enterrés dans des couches de roches si anciennes. Les sphères ont rapidement attiré l'attention des géologues et des archéologues. Certains ont avancé qu'elles pourraient être des formations naturelles, des concrétions d'origine géologique qui, par hasard, ont pris cette forme intrigante. Pourtant, d'autres chercheurs sont moins convaincus. L'une des sphères, par exemple, a été trouvée avec une densité si élevée qu'elle semblait presque indestructible, défiant les tests de laboratoire. Et ces rainures parallèles ? Comment la nature pourrait-elle créer de telles lignes avec une telle régularité, se demande-t-on. Cela a donné naissance à des théories qui frôlent la science-fiction. Certains prétendent que ces sphères pourraient être des vestiges laissés par une civilisation extraterrestre qui aurait visité la Terre il y a des milliards d'années. D'autres imaginent des technologies oubliées, des civilisations avancées qui se seraient éteintes bien avant que notre espèce ne voie le jour. Et puis, il y a les plus pragmatiques qui insistent que la nature, dans sa complexité, est capable de produire des formes qui nous paraissent artificielles. L'une des histoires les plus intrigantes est celle de David Moreau, un archéologue qui s'est donné pour mission de comprendre ces artefacts. Quand j'ai tenu cette sphère entre mes mains, se souvient-il, j'ai eu l'impression de toucher un secret vieux de plusieurs milliards d'années. Moreau a passé des années à étudier les sphères, et même s'il n'a jamais trouvé de preuves irréfutables de leur origine, il a fini par développer un profond respect pour ce que ces objets représentaient, la complexité insondable de l'histoire de notre planète. Aujourd'hui, les sphères de Klerksdorp sont exposées dans des musées, où elles continuent de captiver les visiteurs. Certains les regardent avec émerveillement, d'autres avec scepticisme, mais une chose est sûre, elles nous rappellent que, malgré tous nos progrès scientifiques, la Terre garde encore jalousement ses secrets. Et pendant que nous essayons de les percer, ces petites sphères restent là, immobiles et mystérieuses, comme des messagers silencieux venus d'un passé que nous ne comprenons pas encore. Il existe des histoires qui, même après des décennies, parviennent à vous glacer le sang. L'une d'elles provient du vaste et impitoyable territoire du Nunavut, au nord du Canada, où les vents hurlent à travers les forêts gelées, et où les légendes s'enracinent dans le permafrost.
C'est une histoire racontée autour des feux de camp, une histoire de disparition, de mystère et de silence, celle du village disparu d'Anjikuni. C'était en novembre 1930, quand un trappeur nommé Joe Labelle, un homme durci par les hivers canadiens, s'est aventuré vers le village inuit d'Anjikuni, où il s'était déjà arrêté par le passé. Le village, niché entre les lacs et les montagnes, était un endroit habituellement animé, rempli des rires d'enfants et du bruit des traîneaux à chiens. Mais ce jour-là, le silence pesait lourdement sur la vallée. Joe Labelle, ses raquettes crissant sur la neige, s'est approché des habitations avec une inquiétude qui lui serrait la poitrine. Il n'y avait personne. Pas un souffle de vie, pas une âme en vue. Les igloos et les cabanes étaient intacts, mais les habitants, plusieurs dizaines de personnes, s'étaient comme évaporés. Labelle, un homme connu pour sa bravoure, sentit un frisson lui courir le long de la colonne vertébrale. À l'intérieur des habitations, il trouva des repas non consommés, des marmites remplies de bouillon encore congelé, comme si les villageois avaient soudainement été arrachés à leurs activités quotidiennes. Les traîneaux à chiens, pourtant essentiels pour survivre dans ce territoire gelé, étaient là aussi, mais les bêtes étaient mortes de faim, enchaînées, leur corps rigide et figé par le froid. La scène était si étrange, si irréelle, que Labelle se hâta de quitter l'endroit pour signaler ce qu'il avait vu aux autorités les plus proches. La gendarmerie royale du Canada se déplaça rapidement pour enquêter. Mais ce qu'ils trouvèrent ne fit qu'amplifier l'énigme. Aucun signe de lutte, aucune trace de pas dans la neige fraîche qui aurait pu indiquer où les villageois avaient pu aller. Les tombes du cimetière local avaient même été ouvertes, et les sépultures semblaient vides. Cela donnait un caractère presque surnaturel à la disparition. Les anciens Inuits de la région chuchotaient que des esprits, connus sous le nom de Torngarsuk, rôdaient parfois dans la nuit pour emporter les âmes de ceux qui osaient les déranger. D'autres parlaient d'un loup fantomatique, un amarok immense et silencieux qui rôdait dans les ténèbres pour réclamer des victimes humaines. Les chasseurs, même les plus aguerris, refusaient d'évoquer ces entités autrement que par des murmures, de peur d'attirer leur attention. Malgré une enquête approfondie, les autorités n'ont jamais trouvé la moindre explication rationnelle. Pas de preuves d'enlèvement, pas de signe de déplacement massif, rien qui puisse expliquer la disparition d'un village entier. Avec le temps, des sceptiques ont tenté de discréditer l'histoire, prétendant que le récit avait été exagéré ou inventé. Mais pour ceux qui croient au mystère du Grand Nord, le village d'Anjikuni reste un cas fascinant et effrayant. Les récits des anciens continuent de vivre, chuchotés parmi les générations de trappeurs et d'Inuits, se mélangeant aux légendes du froid éternel. Et tandis que la neige continue de tomber sur ces terres lointaines, couvrant tout d'un linceul blanc, le souvenir d'Anjikuni persiste, une question figée dans le gel, une énigme qui attend encore une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Dans la ville montagneuse de Baguio, aux Philippines, le vent transporte bien plus que le parfum des pins. Baguio, avec son climat frais et ses collines brumeuses, est également connu pour ses récits de phénomènes paranormaux. Les ombres de Baguio, comme on les appelle, sont des apparitions fantomatiques qui hantent les anciens bâtiments et les routes sinueuses de la région, un héritage des tragédies passées. La ville a une histoire sombre, marquée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des milliers de personnes ont péri sous l'occupation japonaise. Des endroits comme l'ancien hôpital Diploma, aujourd'hui en ruine, sont réputés pour leurs apparitions d'âmes tourmentées. Des témoins racontent avoir vu des silhouettes fantomatiques errer dans les couloirs, parfois en train de murmurer des prières ou de hurler des cris de douleur qui traversent les murs. Les chauffeurs de taxi de Baguio ont des histoires glaçantes à raconter. Certains disent avoir pris en charge des passagers fantomatiques, des hommes ou des femmes silencieux qui disparaissent soudainement de la banquette arrière, laissant derrière eux une brume froide. Des étudiants de l'Université des Philippines, Baguio, rapportent avoir vu des ombres se glisser le long des arbres du campus, des silhouettes qui semblent les observer depuis les sous-bois sombres. Les plus superstitieux évitent de marcher seuls la nuit, préférant chuchoter des prières pour éloigner les esprits. Les anciens chamans Igoro, qui habitent les montagnes environnantes, parlent de ces apparitions comme de manifestations d'âmes piégées, incapables de trouver le repos. Ils conseillent des rituels pour apaiser ces esprits, mais pour beaucoup, Baguio reste un lieu où le passé et le présent se chevauchent, un endroit où les ombres ne sont jamais simplement ce qu'elles semblent être.
La route de la mort en Bolivie, ou Yunga Road, est l'un des chemins les plus périlleux au monde. Elle s'étire à travers les Andes, reliant La Paz à la région de Yunga, et elle est tristement célèbre pour ses précipices abrupts et ses virages sans barrière de sécurité. Un faux mouvement, et c'est une chute vertigineuse de plusieurs centaines de mètres. Mais ce ne sont pas seulement les dangers physiques qui hantent cette route. Ceux qui l'empruntent racontent aussi des histoires troublantes de phénomènes surnaturels. Des chauffeurs de bus et de camions, qui parcourent ce chemin sinueux depuis des années, parlent de visions qui défient toute explication. Des silhouettes fantomatiques apparaissent au bord des falaises, des ombres sans visage qui semblent flotter au-dessus du vide. Certains conducteurs jurent avoir vu des figures de femmes vêtues de blanc, le visage baigné de larmes, qui disparaissent en un clin d'œil. Des légendes locales racontent que ce sont les esprits des voyageurs morts dans des accidents tragiques, condamnés à errer sur cette route maudite. Mais les apparitions ne sont pas le seul phénomène étrange. De nombreux automobilistes décrivent une sensation de froid glacial, même en plein jour, lorsqu'ils approchent certains virages. Les moteurs de voitures s'arrêtent inexplicablement, et des bruits inquiétants, comme des murmures ou des cris lointains, se font entendre. Les habitants des villages voisins pensent que la route est hantée par les esprits des ouvriers qui l'ont construite, des hommes qui ont perdu la vie dans des conditions terribles. Les plus superstitieux ne s'aventurent jamais sur la Yunga Road sans effectuer un rituel de protection. Certains déposent des offrandes, comme des feuilles de coca ou des petits objets, pour apaiser les esprits. Les anciens disent qu'il ne faut jamais défier la route, qu'il faut la respecter, car elle est un passage entre le monde des vivants et celui des morts. Et même les plus courageux, ceux qui osent traverser cette route périlleuse, avouent sentir le poids de son histoire tragique à chaque virage. Malgré sa dangerosité et les récits de fantômes, la Yunga Road reste une attraction pour les touristes en quête de sensations fortes. Mais pour ceux qui y travaillent ou qui doivent l'emprunter par nécessité, c'est une route qui exige un respect absolu et une vigilance accrue, non seulement pour éviter de glisser, mais aussi pour ne pas troubler les âmes qui semblent y errer encore. Enfoncé dans la vallée de la Bekaa, au Liban, un ancien site archéologique défie le temps, la logique et même la technologie moderne. Ce site, c'est Baalbek, aussi connu sous le nom d'Héliopoli, la cité du soleil. Mais ce qui attire le plus l'attention des visiteurs et des chercheurs, ce ne sont pas seulement les majestueuses colonnes romaines ou les temples en ruine. Non, ce sont les pierres. Des blocs de pierre si massifs qu'ils défient les limites de la construction humaine, même avec nos machines actuelles. Pour vous donner une idée, certains des blocs qui composent la fondation du temple de Jupiter pèsent plus de 800 tonnes. Oui, 800 tonnes, ce qui équivaut au poids de plusieurs avions de ligne modernes. Et le plus grand mégalithe jamais découvert, surnommé la pierre de la femme enceinte, atteint un poids vertigineux de 1200 tonnes. Imaginez un instant essayer de soulever ce monstre de pierre. Pourtant, ces blocs ne sont pas simplement posés là, ils sont alignés avec une précision incroyable, comme s'ils avaient été taillés par une main invisible et déplacés sans effort. Les archéologues s'accordent à dire que Baalbek a été utilisé comme site religieux et administratif depuis des millénaires. Les Romains ont ajouté des structures impressionnantes, mais la base mégalithique, elle, est bien plus ancienne. Qui, ou quoi, a déplacé ces pierres? Comment les bâtisseurs de l'époque ont-ils pu soulever et aligner des blocs d'une taille aussi colossale, alors que même les technologies modernes peineraient à accomplir cet exploit? C'est là que commence le mystère. Certaines légendes locales parlent de géants, de créatures titanesques qui auraient construit Baalbek bien avant l'arrivée des humains. On raconte que ces êtres possédaient une force surhumaine, et que Baalbek aurait été un lieu de réunion entre les dieux et ces géants. Une autre légende affirme que le site était un lieu de culte pour le dieu Baal, et que ses serviteurs avaient reçu des pouvoirs divins pour façonner et déplacer ces pierres. Les théories modernes ne manquent pas, et elles sont tout aussi fascinantes. Des ingénieurs et des historiens se sont penchés sur la question, proposant que les constructeurs de Baalbek auraient utilisé une technologie que nous n'avons pas encore découverte. Certains suggèrent l'utilisation de systèmes de levage sophistiqués, peut-être des contrepoids, des rampes en terre et des machines en bois qui ont été perdues dans les méandres de l'histoire. Mais même ces explications laissent beaucoup de questions en suspens. Comment une civilisation ancienne aurait-elle su manipuler des pierres avec une telle précision?
Et pourquoi faire un tel effort titanesque pour une fondation qui semble disproportionnée par rapport aux structures construites dessus? Pour ceux qui aiment les théories du complot, Baalbek est une mine d'or. Des écrivains comme Eric von Daniken, célèbres pour leurs théories sur les anciens astronautes, avancent que Baalbek aurait été une plateforme d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Selon ces théories, les blocs massifs auraient été placés là par des visiteurs venus des étoiles, utilisant une technologie avancée que nous ne pouvons qu'imaginer. Et puis, il y a les archéologues qui, même sans théorie sensationnaliste, sont fascinés par la résilience et l'ingéniosité des anciens bâtisseurs. Peu importe qui a construit Baalbek ou comment ils ont fait, dit un chercheur du site, cela nous rappelle simplement que les anciens étaient plus ingénieux et déterminés que nous le pensons. Ce qui est sûr, c'est que les mégalithes de Baalbek continuent d'attirer des visiteurs du monde entier, qu'ils soient sceptiques, fascinés ou simplement curieux. À chaque pas dans ce site ancien, vous ne pouvez pas vous empêcher de lever les yeux vers ces blocs colossaux et de vous demander, quel genre de peuple a eu la force et la motivation de construire quelque chose d'aussi monumental? Le mystère reste entier. Les pierres de Baalbek, immobiles et imposantes, gardent leurs secrets comme des géants de pierre, et nous, mortels, ne pouvons que spéculer et admirer la grandeur d'une époque qui échappe encore à notre compréhension. Dans une petite bibliothèque de l'université de Yale repose l'un des livres les plus mystérieux de l'histoire, le manuscrit de Voynich. Découvert en 1912 par un marchand de livres rares nommé Wilfried Voynich, ce texte ancien a laissé perplexes les linguistes, les cryptographes, et même les meilleurs décodeurs de la NSA. Le manuscrit est écrit dans une langue ou un code inconnu, accompagné de dessins étranges de plantes inexistantes, de diagrammes astronomiques, et de scènes incompréhensibles de femmes nues baignant dans des bassins d'eau. Le manuscrit semble remonter au XVe siècle, mais personne ne sait qui l'a écrit ni pourquoi. Chaque page est remplie de caractères qui ressemblent vaguement à un alphabet, mais après plus d'un siècle d'analyse, personne n'a pu le traduire. Certains pensent que c'est un grimoire, un livre de magie rempli de connaissances ésotériques, tandis que d'autres croient que c'est une vaste supercherie, une plaisanterie complexe destinée à défier quiconque essaierait de le comprendre. Les théories vont bon train. Des linguistes pensent que le texte pourrait être écrit dans une langue codée qui utilise un chiffrement complexe, mais même les ordinateurs modernes échouent à percer ce mystère. Des botanistes ont tenté de reconnaître les plantes illustrées, mais elles ne correspondent à rien de connu sur Terre. Une hypothèse plus radicale avance que le manuscrit de Voynich pourrait être l'œuvre d'un auteur extraterrestre, décrivant un monde ou une connaissance qui nous échappe. L'intérêt pour ce livre ne faiblit pas. En 2018, une équipe de chercheurs a cru avoir découvert que le manuscrit était écrit en une langue romane oubliée, mais leurs conclusions ont été rapidement contestées. Le mystère persiste, fascinant les amateurs d'énigmes et les théoriciens du complot. Ce qui est certain, c'est que le manuscrit de Voynich reste un défi intellectuel et un objet de fascination, une relique qui, malgré tous nos efforts, continue de résister à l'interprétation humaine. Le livre reste aujourd'hui une énigme, soigneusement conservé sous verre, où les curieux peuvent venir l'admirer et se demander ce qu'il cache vraiment. Au matin du 30 juin 1908, les habitants de la région reculée de Tunguska, en Sibérie, ont été réveillés par un spectacle inimaginable. Un flash de lumière éblouissante a déchiré le ciel, suivi d'une explosion colossale qui a fait vibrer la Terre sur des centaines de kilomètres. Les témoins ont décrit une boule de feu se précipitant vers le sol, et l'onde de choc qui s'est ensuivie a projeté des hommes et des animaux à plusieurs mètres, brisant des fenêtres et déracinant des arbres comme des brindilles. Le bruit, selon les récits, aurait été entendu jusqu'en Europe occidentale, et le souffle de l'explosion a été ressenti jusqu'à Londres. Quand les scientifiques ont enfin pu explorer la région, des années plus tard, ils ont découvert un paysage de destruction totale. Sur plus de 2000 km², des forêts entières avaient été aplaties, les arbres couchés comme des fétus de paille, tous orientés à partir d'un même point central. Étrangement, il n'y avait aucun cratère d'impact, seulement un étrange motif de dévastation qui laissait entendre que l'explosion avait eu lieu dans le ciel, à plusieurs kilomètres au-dessus du sol. Les théories pour expliquer cette catastrophe sont nombreuses, mais aucune n'a pu apporter de certitude absolue. L'hypothèse la plus acceptée est celle de l'explosion d'un astéroïde ou d'une comète,
qui se serait désintégré en entrant dans l'atmosphère terrestre, libérant une énergie équivalente à 10 à 15 mégatonnes de TNT, soit près de 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Pourtant, l'absence de fragments ou de traces de matériaux extraterrestres complique les explications. Certains chercheurs pensent même que la comète, composée principalement de glace, aurait complètement vaporisé sans laisser de traces. Mais il existe des théories plus excentriques. Certains suggèrent que l'explosion de Tunguska serait le résultat d'une expérience scientifique qui aurait mal tourné, comme un test d'énergie de Tesla ou une arme secrète. D'autres prétendent que c'était un impact de matière exotique, comme un trou noir miniature ou une explosion d'antimatière. Et bien sûr, les amateurs de science-fiction avancent l'idée d'un vaisseau extraterrestre qui aurait explosé au-dessus de la Sibérie, une théorie qui nourrit l'imagination depuis des décennies. Ce qui est fascinant, c'est que même plus d'un siècle plus tard, Tunguska reste un mystère partiellement élucidé. La zone est devenue une destination prisée des aventuriers et des scientifiques, qui cherchent encore des indices dans cette forêt marquée à jamais par un événement cataclysmique. Les récits des chamans Evenks, le peuple autochtone de la région, parlent d'une colère des dieux du ciel, et des rituels sont encore pratiqués pour apaiser les esprits. La vérité, qu'elle soit cosmique, terrestre ou même surnaturelle, demeure cachée dans ces terres sauvages, où l'ombre de cette explosion colossale plane encore. Dans le désert de Namibie, une des régions les plus arides du monde, s'étend un paysage étrange et captivant. Des cercles de terre nue, parfaitement délimités, parsèment le sol sablonneux, créant un motif envoûtant visible même depuis les airs. Ces formations sont connues sous le nom d'anneaux de fée, et elles sont entourées d'herbes qui poussent vigoureusement en périphérie, comme si la nature elle-même avait dessiné ces formes géométriques avec soin. Les scientifiques qui étudient ce phénomène ont émis de nombreuses hypothèses. Une théorie avancée est celle des termites souterrains qui consommeraient les racines des plantes dans des zones circulaires, empêchant la végétation de pousser au centre des cercles. Cela créerait un environnement où l'eau de pluie, rare et précieuse, se concentrerait sur les bords du cercle, favorisant ainsi la croissance de l'herbe en périphérie. Cependant, cette explication ne suffit pas toujours à expliquer la régularité et la symétrie parfaite des cercles, ni leur distribution uniforme sur des centaines de kilomètres. Une autre hypothèse implique la végétation elle-même, qui adopterait cette organisation circulaire pour maximiser l'accès à l'eau dans cet environnement aride. Les plantes, en compétition pour les ressources limitées, formeraient naturellement ces motifs pour répartir les précipitations de manière efficace. Des modèles écologiques soutiennent cette idée, montrant que les anneaux pourraient être un exemple de la capacité de la nature à s'adapter et à s'organiser de manière optimale. Malgré des décennies de recherche, les anneaux de fée de Namibie continuent de poser des énigmes. Les tribus Imba locales ont leur propre interprétation, elles croient que ces cercles sont créés par des esprits ancestraux, ou qu'ils sont les empreintes laissées par les pas des dieux qui parcourent le désert. Cette explication spirituelle coexiste avec les analyses scientifiques, rappelant que ce phénomène unique transcende la simple observation et touche au mystique, inscrivant ses racines profondément dans la culture et le folklore de la région. Si vous voyagez dans l'outback australien, dans ces vastes plaines désertiques où la nature semble étirer l'horizon à l'infini, on pourrait vous parler d'une étrange lumière, la lueur de Min-Minute. Ces orbes lumineuses apparaissent de manière imprévisible, souvent à la tombée de la nuit, flottant à travers le désert, défiant toute explication rationnelle. Elles peuvent être bleues, blanches ou même rouges, et semblent danser doucement au-dessus du sol, parfois en se rapprochant des voyageurs comme pour les guider ou les effrayer. Les récits de la lueur de Min-Min remontent aux légendes aborigènes, qui parlent de ces lumières comme des esprits gardiens ou des âmes perdues errant dans le désert. Les histoires racontent que quiconque suit ces orbes ne reviendra jamais, ou qu'elles mènent les âmes vers un royaume mystérieux. Même les premiers colons européens ont rapporté des rencontres avec ces lumières insaisissables, décrivant leur comportement comme intelligent, presque conscient. Une lueur pourrait s'éteindre soudainement, pour réapparaître plus loin, ou même sembler suivre des véhicules pendant des kilomètres. Les scientifiques qui se sont penchés sur le phénomène n'ont pas encore trouvé de réponse définitive. Certains pensent que les lueurs de Min-Min pourraient être causées par des mirages, des effets optiques créés par l'air chaud du désert qui courbe la lumière. D'autres avancent des explications géophysiques,
comme des gaz phosphorescents s'échappant de la Terre. Mais aucun modèle scientifique ne parvient à expliquer complètement le comportement de ces lumières, leur capacité à se déplacer rapidement, à disparaître et réapparaître, ou même à interagir avec les gens. Les habitants de l'outback australien préfèrent ne pas chercher à comprendre. Pour eux, la lueur de Min-Min est une partie intégrante du paysage, une magie que même la science moderne ne peut démystifier. Un vieil éleveur raconte avoir vu la lumière alors qu'il gardait ses troupeaux une nuit. Elle s'est approchée de moi, silencieuse, et j'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai prié, et elle s'est éloignée, comme si elle avait décidé de me laisser en paix. Des chercheurs et des touristes viennent de loin pour observer cette étrange danse lumineuse, mais la plupart repartent avec plus de questions que de réponses. Le désert australien reste un lieu de mystère, où la nature semble avoir gardé quelques secrets pour elle-même. Et au milieu de cet univers sauvage, la lueur de Min-Min continue d'errer, rappelant à chacun que certaines choses sont faites pour rester inexpliquées. Au cœur de la vallée de la mort, en Californie, un mystère intrigue les visiteurs et les scientifiques depuis des décennies. Sur la surface plane et aride du Racetrack Playa, des pierres, parfois aussi grosses que des boules de bowling, semblent se déplacer toutes seules, laissant derrière elles de longues traces sinueuses sur le sol sec. Ces pierres, appelées Sailing Stones, pierres navigantes, se déplacent sur des distances impressionnantes, parfois en suivant des trajectoires courbes ou en zigzag, sans qu'aucun être humain n'intervienne. Pendant des années, les théories ont proliféré. Certains pensaient que c'était le vent violent de la vallée qui poussait les pierres, mais cela semblait improbable, compte tenu de leur poids. D'autres parlaient de forces magnétiques ou même d'activités surnaturelles. Les scientifiques ont tenté de résoudre le mystère en surveillant le phénomène avec des caméras et des capteurs, mais pendant longtemps, les pierres restaient obstinément immobiles, comme si elles attendaient que personne ne regarde pour bouger. Ce n'est qu'en 2014 que des chercheurs ont finalement capté le phénomène en action. Ils ont découvert que sous des conditions météorologiques très précises, une fine couche d'eau recouvre la surface du Racetrack Playa pendant la nuit, qui gèle pour former une mince plaque de glace. Lorsque le soleil se lève, la glace se fragmente en morceaux, et un vent léger, même à faible vitesse, suffit à pousser les pierres glissant sur cette glace fondante. C'est une danse rare et presque poétique de la nature, un événement qui ne se produit que quelques fois par décennie, mais qui a capturé l'imagination de tous ceux qui l'ont observé. Même si une explication scientifique existe maintenant, le spectacle reste fascinant, un rappel que la nature a toujours des moyens surprenants de créer des merveilles. Les touristes viennent de loin pour voir ces fameuses traces laissées par les pierres, marchant avec respect sur cette plaine desséchée où les Sailing Stones continuent leur voyage silencieux, gardiennes d'un secret que même les réponses scientifiques ne peuvent complètement démystifier. Il y a un endroit mystérieux dans le désert de Mapimi, au Mexique, qui intrigue les scientifiques et les aventuriers depuis des décennies. Les habitants l'appellent la zone de silence, et ce nom n'est pas exagéré. C'est une région où les ondes radio se dissipent étrangement, rendant les communications impossibles, et où les boussoles semblent perdre la tête, comme si une force invisible brouillait leur orientation. L'histoire de cette anomalie commence en 1970, lorsqu'une fusée testée par l'armée américaine dévia inexplicablement de sa trajectoire et s'écrasa en plein cœur de la zone. Une mission de récupération fut immédiatement envoyée, et les militaires découvrirent qu'aucun équipement radio ne fonctionnait correctement là-bas. Depuis lors, des recherches ont été menées, mais le mystère persiste. Ce n'est pas seulement le silence radio qui intrigue. Des visiteurs ont rapporté des phénomènes encore plus étranges, des lumières brillantes dans le ciel, des orbes qui flottent et dansent dans la nuit, et même des rencontres avec des figures humanoïdes énigmatiques, vêtues d'un blanc éclatant, qui apparaissent et disparaissent comme des mirages. Les scientifiques ont tenté d'expliquer ces anomalies par des dépôts minéraux, des champs magnétiques inhabituels ou des perturbations géologiques, mais rien n'a encore été prouvé. La zone de silence a même été comparée au célèbre triangle des Bermudes, et les théories du complot abondent. Certains disent que c'est une zone d'énergie extraterrestre, un lieu de convergence cosmique, ou même une porte vers une autre dimension. Les locaux, quant à eux, vivent avec le mystère, racontant des histoires autour du feu de camp, avec ce mélange de respect et de fascination pour une terre qui semble défier les lois naturelles.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.